Aujourd'hui, nourrir 9 milliards d'humains en 2050. La production alimentaire est probablement le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face aujourd'hui. Est-ce qu'on aura assez d'une planète pour y arriver? L'enjeu des guerres du futur pourrait être la nourriture et l'eau, plutôt que le pétrole et le territoire. Sommes-nous prêts à partager notre assiette? Bien le bonjour, ici Harold Duchesne, soyez les bienvenus à la Semaine verte. Toute l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un seul sujet. Pourrons-nous demain nourrir la planète? La population du globe augmente de façon phénoménale depuis plusieurs décennies. Pendant ce temps-là, nos ressources s'épuisent. Deux réalités qu'on ne peut nier. Est-ce que nous sommes à la veille d'une crise alimentaire mondiale sans précédent? Est-ce que demain, des peuples se battront pour conserver leurs terres cultivables et leur eau? Ce qui est certain, c'est que notre relation avec les aliments va changer, et cela très prochainement. Depuis longtemps, dans les pays riches de la planète, on tient pour acquis ce qu'on met dans notre assiette. On se rend au supermarché et tout est là, des aliments des quatre coins du monde. Mais il y a des signes avant-coureurs que tout cela risque de changer. La production alimentaire est probablement le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face aujourd'hui. Depuis 2 ans, d'importantes fluctuations du prix des aliments ont même provoqué des émeutes dans 3 continents. L'enjeu des guerres du futur pourrait être la nourriture et l'eau, plutôt que le pétrole et le territoire. La diminution des ressources naturelles et l'accroissement de la demande d'une population mondiale en pleine expansion risque d'entraîner une pénurie alimentaire. On a toutes les raisons d'être très inquiets de la sécurité alimentaire mondiale. Dans l'économie mondiale actuelle, les consommateurs des pays riches ont un choix illimité d'aliments provenant de tous les coins du monde. Les marchés locaux ont fait place aux marchés mondiaux et les aliments sont devenus une marchandise. Le marché Ridley Road dans la capitale anglaise illustre parfaitement ce qu'est la mondialisation de l'alimentation. Le choix y est vaste. On trouve tout ce qui pousse au soleil, et pas seulement au soleil du Royaume-Uni, sous celui de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. On y vend des fruits et des légumes de partout. Cette abondance typique des supermarchés du monde entier ne peut pas durer, selon des experts comme Tim Lang. Le scénario cauchemar est qu'il y aura des guerres pour la nourriture provoquées par des pénuries d'aliments, de ressources, d'engrais. Les réserves de pétrole s'épuisent, les changements climatiques approchent. Je pense que la fête est terminée. La capacité mondiale à produire aussi abondamment commence à s'éroder. Si on ne change pas nos techniques de production alimentaire, notre alimentation, ce qu'on est disposé à payer pour la nourriture, nous allons vivre une crise. La production alimentaire est probablement le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face aujourd'hui. Lester Brown, président et fondateur de l'influent groupe de pression Earth Policy Institute, analyse depuis 50 ans les questions d'environnement et d'agriculture. Durant la deuxième moitié du 20e siècle, le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué dans le monde. Mais depuis l'an 2000, ce nombre a cessé de décroître et s'est remis à augmenter. Et durant les 2 dernières années, cette hausse a été considérable. On prédit qu'une crise alimentaire imminente va affecter autant les pays riches que les pays pauvres.
Je pense que la sécurité alimentaire va devenir un problème, même pour ceux d'entre nous qui vivent dans les pays riches, parce que nous nourrir va coûter de plus en plus cher. Aux États-Unis, nous nous sommes habitués aux aliments à faible prix au fil des années, mais ça commence à changer. Nous avons des problèmes, et je crois que de plus en plus de gens s'en rendent compte. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi sommes-nous si proches de cette crise? La population mondiale a doublé depuis 40 ans à près de 7 milliards. Et juste au moment où la population va croître encore de 2 milliards de personnes, on se demande si l'agriculture moderne sera en mesure de satisfaire à la demande. Si on maintient les pratiques agricoles actuelles et les rendements au niveau actuel, on devra produire 2 fois plus d'aliments en 2050. Pour nourrir le monde, il faudra alors de nouvelles terres arables d'une superficie équivalente à tout le Brésil. On s'attend à ce que le prix des récoltes soit en moyenne de 40% plus élevé que la tendance actuelle à long terme. Richard Warburton doit tenir compte des prédictions du prix des aliments. Il est à la tête du plus grand bureau de consultants en commerce agroalimentaire du Royaume-Uni. Il y a une superficie limitée de terres arables utilisables. Et cette superficie ne pourra pas produire 2 fois plus de nourriture d'ici 2050. Je pense que les décideurs, les gouvernements commencent à comprendre qu'il y a un lien entre la sécurité alimentaire et la stabilité politico-économique. Il est plausible de penser que l'enjeu des guerres du futur puisse être la nourriture et l'eau, plutôt que le pétrole et le territoire. Ce n'est pas un scénario alarmiste. De nombreux experts affirment qu'on voit déjà les signes avant-coureurs de la crise à venir. Les piètres récoltes de 2007 ont fait 40 millions d'affamés de plus sur Terre. En 2008, les populations des pays les plus pauvres sont descendues dans la rue. Elles avaient une cause commune. Les prix des aliments augmentaient si vite que des millions de personnes ne pouvaient même pas se payer les aliments locaux. Plusieurs y ont vu un avertissement pour les années à venir. Les pénuries alimentaires vont aviver l'insécurité politique et économique. Alors, quels sont les facteurs clés qui font croître le prix des aliments maintenant et demain? Nombreux sont ceux qui croient qu'un des plus importants est le changement climatique. Rajendra Pachauri a accepté le prix Nobel de la paix en 1997 au nom de son organisation, le groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Il y a un éventail d'effets reliés au changement climatique et leurs manifestations varient selon les diverses régions du monde. Au Royaume-Uni, les manifestations extrêmes comprennent les sécheresses, les inondations et de fortes pluies très soudaines. Cela aura certainement un effet majeur sur la production alimentaire. En Inde, on a estimé que chaque augmentation de température d'1 degré pourrait se traduire par une diminution de 5 à 10 % des rendements. Dès 2020, plusieurs pays africains vont probablement souffrir d'une diminution pouvant aller jusqu'à 50 % du rendement de certaines récoltes. On prévoit qu'on ne va pas tarder à sentir les effets du changement climatique sur nos réserves alimentaires et qu'ils pourraient être majeurs. À l'échelle mondiale, on n'aura pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. La première conséquence sera une hausse des prix.
Il y aura aussi des périodes de rareté où on manquera peut-être de certains aliments. On a toutes les raisons d'être très inquiets de la sécurité alimentaire mondiale. Dans les régions au climat plus tempéré, il est peu probable que les conséquences du changement climatique soient aussi extrêmes, mais certains producteurs voient déjà l'impact de ce phénomène sur l'agriculture. Le domaine Lakeford en Angleterre est une ferme d'environ 1600 hectares. Il est la propriété de la chaîne britannique de supermarchés Waitrose. Plus de 1000 vaches de race Frison y produisent plus de 5 millions de litres de lait par année. On y cultive aussi des pommes, des poires, des champignons et des céréales. Le producteur agricole Ian Dalton affirme que le réchauffement mondial s'y fait déjà sentir. Durant les années 2007-2008, la volatilité a été énorme. Quand le prix du blé double puis est réduit de moitié en moins de 12 mois, ça complique énormément la gestion des affaires pour les fermiers. Ian a vu le prix qu'il obtient pour une tonne de blé passer de 140 à 300 $, puis retomber à 140 $ au cours des 2 dernières années. Cette volatilité est un des enjeux auxquels les fermiers doivent faire face. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de décider ce que je vais semer l'année suivante et ça affecte le rendement. Bien des gens croient que la volatilité du marché des céréales résulte en partie, du moins, du changement climatique. Qu'on parle de réchauffement mondial ou de changement mondial, il est certain que cela a un effet important sur cette volatilité. On a presque toujours produit des pommes depuis 70 ans et on constate que les printemps sont plus hâtifs. On a eu un hiver humide et froid après plusieurs hivers très doux. On voit ces changements, cette volatilité. On dirait qu'on établit des records météorologiques à chaque mois. Et je pense que ça fait partie du réchauffement mondial. On n'a qu'une seule planète et il y a une limite aux ressources qu'on utilise. Nous devrons réduire notre consommation. Si on continue comme ça, il nous faudra 2 ou 3 planètes, pas seulement une. Même dans les régions plus tempérées du globe, le changement climatique va rendre l'agriculture moins prévisible pour les producteurs et les consommateurs. Pour les acheteurs, quelle que soit l'origine des produits, il y aura plus d'incertitude quant à la disponibilité des aliments, à leur qualité et à leur prix. Après la pause, l'agriculture et sa dépendance au pétrole. La production agricole mondiale est dépendante de certaines ressources naturelles qui diminuent et qui pourraient manquer. Une de ces ressources qui passe souvent inaperçue est pourtant d'une importance capitale pour l'agriculture industrielle intensive, le pétrole. Il faut du pétrole pour les tracteurs et les véhicules de transport et pour cuire les aliments, bien sûr. Et pour ce qui est des engrais et des pesticides, ça prend du pétrole là aussi. Même le stockage, la transformation et l'empaquetage dépendent souvent du pétrole. Il faut jusqu'à 70 millilitres de pétrole pour produire une côtelette de porc de 100 grammes. Près du double pour produire 100 grammes de fromage. Et la culture d'une tomate en serre peut exiger plus d'un tiers de litre de pétrole. Mais
Mais cette source d'énergie qui est à la base des techniques modernes d'agriculture de plus en plus mécanisées et intensives ne durera pas toujours. Les hausses fréquentes du prix du pétrole sont un des signes de cette pénurie annoncée. Il a atteint le prix record de 147 $ le baril en 2008 et l'inflation des prix de l'alimentation a grimpé de plus de 10 %. Certains analystes croient qu'il pourrait atteindre 200 $ le baril dans quelques années. Quel effet une baisse draconienne de l'approvisionnement en pétrole aurait-elle sur la production alimentaire? Un pays nous en fournit peut-être la réponse. Un pays qui a déjà subi le choc pétrolier qu'on prédit au reste du monde. Cuba. Jusqu'en 1989, Cuba troquait son abondante production de sucre pour le pétrole subventionné qu'il importait du bloc de l'Est, à un prix si bas que ce pays a pu maintenir ses pratiques agricoles très industrialisées et énergivores. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, l'approvisionnement en pétrole brut a chuté d'environ 50 % et la production alimentaire s'en est vivement ressentie. C'est comme si soudain, on avait fermé le robinet. Toutes ces subventions de l'étranger, pour le pétrole tout particulièrement, ont été réduites et l'économie s'est effondrée. On a dû produire de la nourriture avec moins de pétrole et le système agricole a dû s'adapter. Il a fallu devenir plus autonome. Nous avons dû miser sur une agriculture locale et sur les ressources disponibles à ce moment-là. Fernando Funes Monzote travaille à une nouvelle approche qui exige peu de pétrole et qui donne d'excellents rendements. Cela pourrait nous servir d'exemple pour demain. On est très loin des champs de monoculture qu'on voit ailleurs dans le monde. Ici, des rangs de cultures différentes se côtoient. Les animaux peuvent se nourrir des déchets de la ferme et on les utilise aussi pour labourer le sol. C'est une sorte de mixité agricole. On exploite la moindre parcelle de sol et on maximise la production. Ce genre d'agriculture mixte qui combine diverses cultures, le bétail et ainsi de suite, permet de capter l'énergie du soleil et de mieux utiliser l'eau et les nutriments. Avec les techniques conventionnelles, il faut dépenser environ 5 calories pour produire 1 calorie de produit. Avec cette technique agricole, la biodiversité permet d'obtenir environ 5 calories de produit par calorie utilisée. D'après les calculs de Fernando, cette approche qui, rappelons-le, dépend moins du pétrole, serait 25 fois plus efficace que les techniques agricoles industrielles modernes. On n'a pas recours aux tracteurs énergivores. En fait, ils ne passeraient même pas entre les rangs de plantes. Et on produit beaucoup plus de nourriture sur une petite surface. Mais ce genre d'agriculture n'est pas une solution miracle à la pénurie de carburant. À l'échelle mondiale, le retour à ce que plusieurs verraient comme une agriculture pré-industrielle exigerait des millions de travailleurs agricoles et entraînerait une hausse importante du prix des aliments. Cuba n'avait d'autre choix que de modifier ses techniques d'élevage et de culture, et la pénurie de pétrole dans le secteur agricole n'a pas été sans conséquences. L'une des premières répercussions, elle a réduit la gamme des aliments que la population pouvait consommer. Bien que les Cubains aient une consommation calorique presque équivalente à celle des Américains, le régime se compose surtout de légumes frais et secs. Ils tirent environ 3 fois moins d'énergie alimentaire des produits animaux comme la viande et le lait que la moyenne des pays occidentaux.
Mais 20 ans après la crise du pétrole et malgré les changements de régime alimentaire et de techniques agricoles, Cuba importe encore environ la moitié de ses aliments. Un choc pétrolier peut vite devenir un choc alimentaire. Or, si les réserves de pétrole sont maintenant en danger, comme certains le croient, nous devrons peut-être revoir nos techniques de culture très mécanisées. Mais le pétrole n'alimente pas seulement les véhicules agricoles. Il fait rouler plus de 600 millions d'automobiles dans le monde. En raison de la hausse du prix du pétrole et des craintes reliées au changement climatique, on vient de se lancer dans la production de biocarburants. Or, ce substitut du pétrole est produit à partir de plantes et de céréales. Une solution qui est en train de devenir une autre menace très grave à la sécurité alimentaire. Ces dernières années, l'Inde a adopté cette idée des biocarburants. Mais dans ce pays où une hausse de 10 % du prix des aliments plonge 40 millions de personnes de plus dans la pauvreté, cette politique soulève la controverse. Dans ce champ, on cultive du jatrophe. On en parle beaucoup dans les milieux écologistes qui y voient la nouvelle alternative aux combustibles fossiles. On le cultive à Chhattisgarh, au centre de l'Inde, dans une région qu'on a baptisée l'État indien des biocarburants. Avant qu'on y sème du jatrophe, ce champ, une propriété collective, faisait vivre 18 familles. Les dirigeants locaux ont arraché ce qui y poussait et ces familles dépendent maintenant des dons alimentaires. Les villageois se sont ralliés pour faire échec à la plantation du jatrophe. Les villageois ont arraché une partie des plants de jatrophe, mais on en a planté d'autres. Ajit Eka a été emprisonnée. Avec d'autres villageois, elle entend poursuivre son combat. Le problème, c'est que le jatrophe n'est pas comestible. On ne peut pas le brûler, ni l'utiliser à autre chose. Les pauvres doivent tirer leur subsistance du sol. Le jatrophe ne sert qu'à fabriquer du carburant. Et puisque nous n'avons pas de véhicule, il n'a aucune valeur pour nous. Un autre problème important, c'est que si nos animaux mangent du jatrophe, ils meurent. L'Inde veut que 20 % du carburant diesel du pays provienne des récoltes, et cela dans à peine 8 ans. Ce qui va exiger 14 millions d'hectares de terre de plus. Pourtant, le gouvernement indien affirme qu'on ne devrait pas utiliser les terres qui servent à nourrir la population pour le biocarburant. Mais on a rapporté plusieurs cas d'expulsion de fermiers de leurs terres dans les pays en développement. Dans le monde aujourd'hui, on voit émerger une concurrence entre l'automobile et l'humain pour les réserves mondiales de céréales. Et si les gouvernements n'interviennent pas, si on laisse faire le marché et on continue de subventionner la conversion des céréales en carburant, nous allons avoir des problèmes. On va vivre une instabilité économique qui va engendrer l'instabilité politique. Et ce sera une menace à la sécurité. Je ne pense pas qu'on l'ait bien compris jusqu'ici. Et l'ironie, c'est qu'en tentant de réduire leur insécurité face au pétrole, les États-Unis ont provoqué une insécurité alimentaire mondiale, comme on n'en a jamais connu. On a scale that we've not seen before.
la tendance vers l'utilisation des terres agricoles pour produire du carburant plutôt que des vivres est mondiale. Aux États-Unis, on estime que le tiers de la récolte de maïs de 2010 va servir à produire du carburant. Si on maintient ce rythme de production des biocarburants ou si on l'accroît même faiblement pour satisfaire les besoins des plus riches, on risque d'affaiblir les sources d'alimentation des plus pauvres. Le problème est pratique et politique. Au retour, l'or bleu. La guerre de l'eau est déjà commencée. L'eau, une ressource mondiale essentielle à la vie. Elle permet de maintenir des populations mondiales à l'abri de la famine. Mais 1 milliard d'humains n'ont pas accès à l'eau potable. On prévoit que la consommation d'eau va doubler tous les 20 ans sur Terre. Or, cette ressource souffre déjà de surexploitation, entre autres, en raison de l'agriculture intensive et mécanisée. En fait, la plupart de nos aliments puisent abondamment dans les réserves mondiales d'eau. Il faut jusqu'à 130 millilitres d'eau pour faire croître 1 gramme de laitue. 3,4 litres pour produire 1 gramme de riz. Et la production d'1 gramme d'agneau requiert près de 15 litres d'eau. Dans le monde développé, le consommateur moyen peut utiliser jusqu'à 3000 litres d'eau de l'étranger par jour, et cela dans son alimentation surtout. Le Pendjab, le grenier de l'Inde. Ce petit État, situé à environ 300 km au nord-ouest de Delhi, produit le 5e de tout le blé du pays. Les champs dorés se succèdent à perte de vue. La récolte du blé va commencer. Mais les apparences peuvent être trompeuses. La production alimentaire de cette région est maintenant menacée. Pendjab signifie la contrée des 5 rivières, mais des décennies d'agriculture intensive ont asséché l'État. Sukhdev Singh est un fermier pendjabi qui cultive ce sol depuis les années 1970. Au début, l'eau du sol était de très bonne qualité, à une profondeur de 15 ou 20 mètres. Quand on creusait un puits, on ne creusait pas à plus de 20 mètres. Maximum 60 feet. Sukhdev a été contraint de forer de plus en plus profondément pour irriguer ses 2 hectares. Il a foré 10 puits en tout. Mais plus il creuse, plus l'eau est de mauvaise qualité. Elle est plus salée et beaucoup moins efficace pour l'irrigation. On a d'abord foré à 35 mètres, mais l'eau n'était pas bonne. Puis à 70 mètres. L'eau n'était pas bonne non plus. Maintenant, on fore à 170 mètres. C'est un peu mieux, mais l'eau n'est pas de la meilleure qualité. La baisse de la nappe phréatique du Pendjab peut atteindre 1 mètre par année. Dans tout l'État, la production de blé décline depuis une décennie. L'auteure et militante indienne Vandana Shiva s'est demandé ce que la pénurie d'eau signifie pour les vivres dont nous dépendons tous. La pénurie d'eau n'est pas un problème de demain, mais d'aujourd'hui. J'en suis témoin tout le temps. Je ne parle pas des guerres mondiales futures, mais des guerres actuelles, portant sur une ressource en diminution constante, alors que la demande en eau augmente sans cesse, dans une économie mondialisée qui ne voit plus sa propre empreinte de consommation d'eau. Et une grande partie du blâme revient aux pays développés et à leur appétit insatiable pour une grande diversité de produits du monde entier.
Quand un fermier du Pendjab produit une laitue, il puise l'eau souterraine pour la faire pousser. Quand la laitue est exportée, elle emporte avec elle cette eau virtuelle, une très grande empreinte d'eau. Les pays riches ont effectivement importé de l'eau virtuelle qu'ils ne voient pas, mais en même temps, ils ont exporté la sécheresse. Il est incontestable qu'on ne peut faire fi du problème de la pénurie mondiale de l'eau. Dans 15 ans, selon des experts, cette pénurie pourrait entraîner une réduction de la production d'aliments équivalente à la récolte actuelle de céréales des États-Unis. Dans le monde, nous consommons en moyenne 20 kilos de poissons par année. Mais on craint que les stocks des produits de la mer ne s'effondrent d'ici 2048. Grimsby, l'un des ports de pêche les plus réputés de la Grande-Bretagne. Il y a 30 ans, dans cette région, environ 6 000 pêcheurs allaient en mer, ce qui faisait travailler 40 000 autres personnes sur la terre ferme. C'est très différent maintenant. Cet événement est rare à Grimsby. Un chalutier britannique qui décharge ses propres prises sur le quai. Le Royaume-Uni dépend de plus en plus des importations de poissons. Jadis la fierté des pêcheries britanniques, Grimsby est maintenant un centre de transformation et de distribution du poisson des autres pays. Plus de 80% des espèces de poissons de la Grande-Bretagne sont menacées. Les pêcheurs apportent maintenant 15 fois moins de poissons qu'en 1920. Des analystes affirment que l'industrie nationale de la pêche risque de disparaître si la Grande-Bretagne ne réduit pas les prises de moitié et si elle n'interdit pas la pêche dans le tiers de ses océans. Entre-temps, le pays consomme plus de poissons que jamais. Et les poissons qui approvisionnent ce marché de 9 milliards de dollars doivent venir d'ailleurs. Et ils proviennent parfois des eaux côtières de pays les plus pauvres qu'on a payés pour avoir le droit de pêcher dans leurs eaux, même si ces pays ont leur propre pénurie alimentaire. Le Sénégal est du nombre, l'un des pays les plus pauvres au monde. Au petit matin, sur la plage de Dakar, Pape Ndoye et son équipage vont pêcher en mer. Les résidents pêchent en pirogue depuis des siècles. La seule chose qui a changé, c'est la présence du moteur à l'arrière. Avant, il y avait plein de poissons et la vie était facile. On avait assez de poissons pour se nourrir et on pouvait en vendre quelques-uns. L'industrie de la pêche emploie environ 200 000 travailleurs au Sénégal. C'est leur gagne-pain. Mais maintenant, les pêcheurs locaux n'ont plus l'exclusivité de ces eaux. Depuis des années, les chalutiers du monde entier pêchent ici, certains de manière illégale, d'autres avec l'accord du gouvernement sénégalais. Environ 25 000 tonnes de poissons capturés ici sont envoyées vers l'Union européenne chaque année et les pêcheurs locaux voient la différence. Ça nous rend la vie difficile. Quand on rentre d'une journée de pêche les mains vides et qu'on voit ses enfants, on a honte. Maintenant, il y a des enfants qui viennent avec nous en mer, mais ils devraient être à l'école. On n'a pas les moyens de payer leurs études. J'aimerais que les pêcheurs européens restent dans leur pays et qu'ils nous laissent tranquilles. L'an dernier, l'Union européenne a versé 200 millions de dollars pour avoir le droit de pêcher dans les zones des pays en développement.
L'Union européenne avait une entente similaire avec le Sénégal, mais on a rompu cette entente. Le Sénégal a jugé qu'on prenait trop de poissons. Le régime alimentaire des Sénégalais est en train de changer. Le poisson était traditionnellement la source la moins chère de protéines animales, la moins chère et la plus importante dans l'alimentation locale. C'est également le cas d'1 milliard de personnes sur la planète. Mais les 3/4 des stocks mondiaux de poissons sont maintenant exploités, voire surexploités. Si on continue, toutes les pêcheries du monde vont s'effondrer au milieu du siècle. Le poisson sera alors un mets de choix pour les riches et il y aura des millions de pauvres affamés dans le monde. Après la pause, nourrir le bétail ou les humains. Faudra choisir. Il n'y a pas que le poisson qui souffre du déséquilibre de l'offre et de la demande. La consommation accrue de viande et de produits laitiers dans le monde va devenir une cause importante de la pénurie alimentaire mondiale dans les années à venir. Il y a près d'1,5 milliard de vaches dans le monde et plus d'1 sur 10 se trouve dans un seul pays, l'Inde. La consommation de viande augmente lentement, mais les Indiens sont devenus de très grands consommateurs de lait et ils ont fait de leur pays le plus grand producteur laitier mondial. Ian Wright, un Écossais basé en Inde, a suivi cette transformation spectaculaire. Depuis 30 ou 40 ans, la consommation de lait a presque sextuplé en Inde. C'est le résultat de la croissance démographique, mais aussi de la consommation de lait par habitant qui a doublé en Inde depuis une quarantaine d'années. Ce qui se passe avec le lait en Inde est en train d'arriver avec la viande dans plusieurs pays en développement. En Inde, on voit une forte augmentation du nombre de poulaillers à grande échelle. En Chine, on constate une augmentation de la consommation de porc et du nombre de centres de production intensive. On y consomme aussi plus de volailles, de viande et d'œufs. Comme dans la plupart des pays en développement, quand les revenus augmentent, les gens deviennent un peu plus riches et ils se mettent à consommer davantage de produits animaux. On prévoit que la production mondiale de viande et de lait aura doublé en 2050. L'explosion de la richesse en Chine a fait en sorte que depuis une décennie seulement, la consommation de viande par personne a doublé. Et cette tendance va sans doute se maintenir alors que la classe moyenne s'accroît en Chine et en Inde et que les plus pauvres du monde deviennent plus prospères. On pense souvent que le grand accroissement de la consommation est dû à la classe moyenne émergente des pays en développement, mais en fait, si on examine les statistiques, on voit que les gens qui passent d'un revenu de moins de 2 $ par jour à un revenu de 2 à 5 $ consomment aussi plus de produits animaux. Comme ils constituent une très grande proportion de la population totale, cela se traduit par une hausse énorme du marché de la viande et du lait. Tout cela signifie une hausse de la demande mondiale de viande. Ajoutez à cela l'importante consommation de viande des pays occidentaux, plus de 80 kilos par personne chaque année. Alors rien d'étonnant que les Nations unies affirment que le monde ne peut soutenir un niveau aussi élevé de consommation de viande. Le lauréat du prix Nobel Rajendra Pachauri est du même avis. Je crois qu'un changement essentiel s'impose. Nous devons réduire notre consommation de protéines animales. Autrement dit, manger moins de viande. Le bétail consomme une variété de choses pour sa croissance, dont une grande partie est composée de céréales.
On détourne donc une grande part de la production alimentaire qui pourrait peut-être servir à l'alimentation des humains pour la convertir plutôt en protéines animales. Produire plus de viande ne signifie pas seulement plus d'agneaux, de vaches et de poules. Il faut les nourrir. Et la quantité de céréales qui sert à produire la viande que nous mangeons est phénoménale. Il faut 2,3 kg de céréales pour produire 1 kg de poulet, environ 6 kg de céréales pour produire 1 kg de porc et 15 kg de céréales pour produire un seul kilo de bœuf. Nous devons changer considérablement nos habitudes alimentaires. Prenons le cas de l'Amérique du Nord. Vous commandez un steak dans un restaurant et on vous sert une portion énorme. Je l'ai vécu avant de devenir végétarien. Cet énorme steak que vous mangez pourrait nourrir 40 personnes si vous ne le mangiez pas. Je ne dis pas que ça comble immédiatement la faim de 40 personnes, mais ce steak équivaut à peu près à ce nombre de personnes qui sont privées de nourriture. L'avertissement de Rajendra Pachauri à propos de la viande vaut peut-être pour tous les aliments. On ne peut maintenir les niveaux actuels de consommation dans les pays riches. Et on ne peut stopper l'accroissement de la consommation dans le monde en développement. Dans un proche avenir, une crise alimentaire semble inévitable. Notre monde et notre relation à la nourriture sont en train de changer pour peut-être devenir méconnaissables. Difficile pour nous qui vivons dans un pays aussi immense et aussi peu peuplé d'imaginer qu'on pourrait un jour manquer de terre pour nourrir les gens d'ici. Des 7 milliards d'humains qu'il y a sur Terre actuellement, quel est le pourcentage vivant en Amérique du Nord? La réponse en revenant de la pause. Réponse à la question de la semaine. Des 7 milliards d'humains que compte la population mondiale, 5,1 % à peine vivent en Amérique du Nord, alors que plus de 60 % vivent en Asie. Il y en a 14,5 % en Afrique et 11 % en Europe.